Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et j'en profite tout de suite pour vous remercier. Si vous vous êtes abonné aux nouveaux réseaux sociaux de Racing Stream, parce que oui, c'est fraîchement sorti. J'en fais la pub tout de suite, comme ça on en est débarrassé. C'est Racing Stream TV sur... C'est sur Instagram. Sur Insta, non, et Racing Stream tout court sur TikTok. Racing Stream TV sur Insta et voilà, sur TikTok, c'est les mêmes contenus. Et merci de nous suivre parce que c'est cool, c'est sympa, c'est monté. Et puis voilà, là, on a les images. Donc, ça permet de réagir et c'est des contenus qu'on redécouvre avec vous. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Bonsoir. Voilà, cette fois, je recommence l'émission. Cette vidéo est sponsorisée. C'est ça. Non, c'est ça. Non, par Minecraft, évidemment. Placement de produit, pas du tout. C'est pas vrai. Nous sommes sur une émission, je l'ai mis dans le titre, 100% féminine. Et ça fait bien plaisir. Les gars, je vous présenterai après. Mais on a deux pointures du milieu de la moto. Voilà. On va commencer par toi, Sandrine Denoal. Tu es la créatrice de Filles au guidon. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est très cool. On va parler de ce que c'est, Filles au guidon. Oui. D'ailleurs, c'est quoi? C'est une structure qui promeut les filles. Comment ça s'est créé? Et qu'est-ce que c'est au quotidien? Alors en fait, au démarrage, Filles au guidon, c'était juste une signature en bas des articles que j'écrivais pour des magazines moto. Chez qui? Chez Mag Motard, magazine féminin. Et en fait, en commençant à suivre les filles en compétition, je me suis rendu compte qu'elles avaient des gros problèmes pour financer leur saison. Du coup, j'ai inventé une marque. Enfin, j'ai transformé mon nom en marque et on a commencé à sortir des t-shirts, des sweats, enfin tout ce qui pouvait les aider à... Et on le voit. À avoir, voilà. Donc là, vous avez un exemple. Non, on le voit pas parce que... Voilà, ça y est, parfait. C'est très bien. C'est vrai que... Et c'est devenu une grosse communauté. On sait que c'est difficile de se faire sponsoriser. Je l'ai vécu, c'est une catastrophe. C'est encore plus difficile pour les filles, malgré les résultats? Alors, ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré en 2019 et les femmes ont de plus en plus de visibilité sur la toile et un peu dans les médias. Ah oui. Donc, merci les réseaux sociaux aussi. Donald, c'est pas si difficile que ça de se faire sponsoriser. Attends. Ça y est, c'est le moment forcing. Ne quittez pas, le moment forcing arrive. Rémi, comment ça va? C'est pas difficile de se faire sponsoriser. Alors, qu'est-ce que tu veux sortir? Tu connais Marc VDS? Oui. Bon, voilà. Il est là. Pour la première fois que je suis en entier à 5h du matin un Grand Prix Moto 2, on verra tout à l'heure. Marc VDS? Je m'attendais à un vrai forcing et finalement, il est très très soft. On est limite déçus. Ouais, désolé Sandrine, on s'attendait à mieux de sa part. Mais en tout cas, on en apprendra plus sur ce que c'est, tout ce que ça a pu amener parce que c'est passionnant. Et justement, une pilote de ce collectif, j'allais dire Sandrine, mais non, Filles au guidon, c'est Lucie Boutseul. Tu roules en FSBK et aussi dans le Women's Cup. Bienvenue sur Racing Stream. Exactement, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Merci, c'est chouette d'être ici et on va profiter de cette soirée. C'est très cool. Du coup, tu roules en vitesse sur une 1000? Oui, sur une BMW S1000RR, exactement. S1000RR? Ouais. Ça avionne, ça. Ça roule bien, ça suffit. Et tout de suite, large. Une à Carole? Une à Carole. Voilà, merci, bonsoir. Nous allons pouvoir commencer cette émission. Je pense que le débat est posé et voilà, il n'y a même pas de débat, justement. C'est bien ça le truc. On va vous parler de LMS avec mon cher Anthony, c'est ça? J'ai un petit peu de retard parce que c'était la semaine dernière. Mais c'était passionnant avec Pierre, forcément. On a dit plus tard. J'ai cru qu'on repartait sur du BM là parce que la semaine dernière, t'as vu, on a parlé du C1, etc. Bon, bref. Ah oui. Oui. Mais j'ai moins forcé pour la S1000RR. On sait qu'il y a une balle de guerre que le C1. Qui est ma merguez préférée. Qui est peut-être ma future merguez aussi. Non, mais ça, t'en parles beaucoup trop. C'est ceux qu'on parle le plus qui... c'est pareil vrai. pour les C1, Anthony. Ah ouais? C'est vrai? Ah bah oui. Bon, moi, t'en parles et je te vois toujours arriver en plein double pied. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Oui, c'est donc ça. Du coup, le LMS au Mugello? Mais oui, avec une super qualification de l'équipe Panis VDS Racing. Deuxième, à quelques petits millièmes seulement du Poleman, qui était une équipe italienne, à domicile au Mugello. Donc c'était la cinquième manche de la saison. Et on a des images au programme. Mais oui, évidemment, avec l'équipe Iron Lynx qui a fait la pole position. Alors c'est une course qui a été lancée tambour battant, comme on dit en voiture. Donc course d'endurance de 4 heures. On dit bon, tout se joue pas au premier freinage, un peu quand même. Ça a été un peu chaud. Très très bon départ de Manuel Maldonado qui, face à Jonas Reed là sur la voiture aux couleurs marque VDS, a tenté de s'immiscer. C'est pas vraiment passé, mais c'était chaud. Et ça l'a été pendant 4 heures. C'est juste incroyable. Des accidents, des crashs, des dépassements. Il y a tout eu dans cette course.
C'était juste fou. Et donc, du coup, il n'y a que des P2, c'est ça Non. On a des LMP2, donc ça, ce sont les. Non, mais il n'y a pas d'hypercar. Ah, pardon. C'est ça que je veux dire. Oui. Il y a des LMP2. En fait, c'est la catégorie Rennes, les LMP2. Et puis, on a aussi des GT avec Sarah Bovy là, sur la voiture de chez Iron Dems. Ouais. Donc, les femmes ne sont pas que au guidon. Elles sont aussi au volant. Et tu l'invites quand, Sarah Bovy ? Très bientôt, parce qu'elle m'a répondu dans mon podcast Trajectoire. Et regarde ce qu'elle fait là. Et lui aussi, il force sa pub là, t'as vu ? Ah bah oui, moi je fais ma pub. Non mais regarde ce qu'elle a fait. Franchement, incroyable. Cathy Muller était super contente de ça. Et c'est vraiment une très très belle perf qu'elle a réussi à faire. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Sarah Bovy prend le départ et a réussi à mettre la Porsche aux avant-postes. On va voir dans quelques instants et quelques images que c'est pas forcément le cas de son équipière qui a été un petit peu plus brouillonne malheureusement. Il y a eu quelques petits contacts aussi, regarde ça. Oula. Voilà, et hop là, c'est reparti. Le save incroyable. Là, c'est Keith Cullen. Il a dû se faire une montée d'adrénaline. Et du coup, t'as vu, il retape dans le virage tellement que je pense qu'il a perdu le cerveau. Là. Mais complet. Et puis, il y a l'essuie-glace qui se relève. Enfin bon, plus rien n'allait pour l'équipe du Ken. Mais voilà, heureusement, c'était pas mal. Et puis, on a vu des beaux dépassements aussi dans le trafic. C'est un circuit, le Mugello, qui est vraiment pas facile déjà à moto. Mais alors, en voiture, c'est de plus en plus compliqué. Circuit. Ah ouais, là, quand t'arrives dans le Arabiata 1 et le 2, c'est juste fou. Attends, il s'appelle Arabiata le virage ? Ah bah oui, là, le double, là, c'est ici, là, le double Arabiata. Ah oui, je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Je préfère le pif-paf dans ma tête. T'as aussi le virage Materassi. Ouais. C'est pas mal. C'est un hommage au football que Rémi Tissier aime bien. Non, c'est pas ça. Et puis, on a eu des incompréhensions, par contre, là, avec Rejat de Gérus, notamment, l'équipe Idexport, qui, avec une GT, c'est pas bien compris, malheureusement. Donc, c'était juste. Nos équipes françaises, finalement, étaient pas mal. Oula, il a perdu tout le temps. Il a perdu toute la roue. Là, ça a été. L'amorto, le disque, tout. Il y avait tout. Et là, regarde ce qu'il a perdu. Non. Là, ça a été le moment de la course. Il s'en sort bien. C'est Claudio Scavoni qui se fait pousser par Raël Frey. Ils sont équipiers. Et non. Ah bah oui, bon, là, je sais pas s'ils vont partir en vacances ensemble, mais Claudio Scavoni. Comme Johan Zarco et son coéquipier. Oui, avec Nakagami, t'as raison. Taki Nakagami qui s'est fait. Et il n'y a pas eu de suraccident derrière ça. Et non, il n'y a pas eu de suraccident, donc il va bien, heureusement. Mais non, ça a été extrêmement fort comme image. Là, ça se passe juste devant, avec la Porsche en fait qui essaye de se décaler. Et bon, c'était pas loin. Ouais, c'était vraiment, vraiment chaud. Il y a eu un drapeau rouge de 20 minutes. Pour nettoyer tout ça, et puis après on a relancé la course et on a relancé nos duettistes là, avec les pilotes qui ont fait n'importe quoi, voilà, avec des luttes au couteau, à couteau tiré si je puis dire. Et là encore une petite erreur pour Raël Frey, hop là. Ah ouais, mais il a relâché les gaz et oui, en sortie. parce qu'il y avait un full course yellow, donc il y avait une neutralisation et il y a eu embrouille si je puis dire. Et puis donc notre équipe Marc VDS Panis Racing là cette année, donc Marc VDS n'est pas qu'impliqué en Superbike et en Moto 2, ils sont aussi impliqués en ELMS. Ça s'est joué à rien du tout avec Charles Milesi qui sera là aussi, qui viendra évidemment, Rémi, pilote Alpine en championnat du monde et pilote Panis Racing en ELMS. Charles Milesi qui s'est fait un peu undercuté comme on dit dans la fin de cette course et qui termine 4e derrière donc Iron Lynx qui gagne. C'est ultra serré au championnat. Il y a 5 voitures qui peuvent être championnes. Là, ça va se passer dans quelques jours. Je serai à Portimao pour commenter cette course. Et j'espère qu'il y aura du spectacle et que nos amis de chez Panis VDS vont pouvoir faire quelque chose, peut-être un premier titre. Et du coup, je perds ma voix. Le classement, c'est passé. Tu perds ta voix. Ah là là. Ton métier, c'est quoi ? J'aime la voix. Ça, tu peux faire maintenant des personnes âgées. Oui, c'est ça. Ça va beaucoup moins m'arranger. Non, oui, c'est vrai. Du coup, la victoire en P2. La victoire en P2 de l'équipe italienne Iron Lynx. La fameuse. Qui est en fait avec Prema, si tu veux, quand les gens suivent la monoplace. Prema, c'est quand même un nom important. Et donc, ils étaient à domicile, donc ils ont gagné. Au championnat, en fait, c'est assez serré entre l'équipe de Robert Kubica, de Louis Deletra et de Johnny Edgar, donc AO, by TF Racing, TF Sport. Donc ils sont en tête avec... Oui. Ah mais c'est dingue. Il est encore là. Quel chevalier de la voiture. Il est encore là. Quoi. Il a un bras et demi. C'est fou complètement. C'est dingue. Lui, je crois que dans les histoires de pilotes qui ont eu des crashs et qui sont revenus, et puis pas à un petit niveau, Kubica, pour moi, il est numéro 1. Enfin, c'est monstrueux. Tu sais, et Marc Marquez alors je trouve que c'est en dessous de Kubica. Moi aussi.
Ah bah si. Vous avez idée de son bras? Mais il ne peut plus bouger son bras. Non, mais attends. Il le pose sur le volant. Quoi. Robert Kubica, le bras droit, il est comme ça. Hein. Il peut pas te serrer la main. Hein. Ah oui. Donc, c'est pas pour dénigrer Marquez. N'importe quel autre pilote moto avec ce que Marquez a eu, il aurait arrêté depuis longtemps. Mais je te dis pas le contraire. Je te dis juste que Kubica, l'état de son bras, c'est... on fait la petite parenthèse. On peut revenir sur son parcours quand même. Il était en Formule 1. Il allait signer chez Ferrari. Et là, il fait un rallye. Et il y a un rail qui entre dans sa voiture au milieu. Franchement, ça s'est joué à quelques centimètres et il aurait pu ne plus être de ce monde. Il a un passage à vide, évidemment. Il se reconstruit et il revient en Formule 1. Alors, ça gagne pas, mais il est revenu avec Williams. Et ensuite, il va en endurance et il a gagné en championnat du monde. Il a été très, très au fait en LMP2. Il a gagné avec Ferrari. Donc, il a fini par signer avec Ferrari quelques années plus tard. Il a gagné à Austin. Et là, il est en tête du championnat. Donc, Et il n'avait pas eu un accident énorme au Canada Si, bien sûr. Mais là, il n'avait rien eu. C'était en 2008. Il s'était envolé. D'ailleurs, c'est grâce à ce crash-là que Sébastien Vettel a fait ses débuts en Formule 1. Non. Ben ouais, parce que Kubica a déclaré forfait et il l'a remplacé pour une course. Ben voilà, on en apprend tous les jours sur un stream. Voilà. C'est donc beau. Robert Kubica encore là, fidèle au poste. Donc 5 voitures qui peuvent gagner le titre. Nos Iron Dams en ELMS, par contre en GT, il n'y a plus moyen. D'accord. Donc bon, voilà. Très bien. On va en parler à moto. Et oui, effectivement, on va parler maintenant de Dijon. Ah oui, alors c'est quoi cet événement? C'est en fait un événement historique. C'est un événement où on a des pilotes venus un peu de toute l'Europe qui viennent avec leurs voitures des années 60, 70, 80, à la fois des GT, des monoplaces, Formule 2, Formule 3 et même des Formule 1. On s'est régalé, il y avait énormément de spectateurs. En fait, là, on a une petite image de Vincent Gallard, donc Powerloop, qui nous les a... À Dijon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein, donc, bah non, mais franchement, regarde-moi ça. C'est Dijon-Prenois, on précise. Oui, c'est à Prenois, d'ailleurs, que le circuit se trouve. Le public était au rendez-vous, les voitures aussi, les Formule 2, les Formule 1. C'était juste énorme. Belles les images. Et c'était l'occasion de réécouter des V10, des V8. C'était le bonheur, tout simplement. Et des pilotes de renom aussi, parce que René Arnoux était là. C'est en fait un avant-goût du Grand Prix de France historique. C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. Ah mais complètement. Et ça sera en avril, donc au circuit Paul Ricard. Donc voilà, j'incite tous les gens qui seraient dans le sud en avril 2025 à venir au Grand Prix du Castellet. Et il y a eu des invités de fou. Tu parlais de René Arnoux. On en parlera avec Jean-Louis dès son retour sur Racing Stream. Mais il y a eu des VIP. Tu parlais de Keanu Reeves. Non, alors Keanu Reeves, il était, lui, aux États-Unis. Non, il était pas à Dijon. Je me dis, mais les gars, ils sont des invités. T'imagines? Ça aurait été trop bien. Keanu, si tu nous entends, tu viens à Dijon la prochaine fois. En même temps, si un mec fan de sport méca, il est tellement humble, le gars, ça aurait été possible. Hein. Mais il est fan de sport méca. Attends, cela dit, Grand Prix de France historique, t'avais cette année Jean Alesi, Alain Prost, Jackie X, Gerhard Berger, t'avais Olivier Grouillard, René Arnoux, bien sûr, Philippe Alliot. Bon, je pense qu'on sait faire chez HVM. Effectivement. Sandrine, et du coup, toi, tu avais pu rouler précédemment, du coup, à Dijon. C'est un circuit que tu connais? Pas du tout. Jamais? Mince. Bah, faut y aller, c'est dénivelé, c'est pas mal. Et toi, Lucie, tu le connais par cœur? Tu tutoies chaque vibreur là-bas, non? J'ai jamais mis les roues là-bas. Jamais. Mais c'est incroyable ce circuit, le droit avant l'arrivée, il est incroyable. Non, mais c'est Rémi qui connaît par cœur avec des golfettes. Non, alors moi, la première fois que j'y suis allé, vous allez être déçus, c'était en 77 pour le contre-la-montre et Bernard Thévenet a battu Hennie Kuiper, le néerlandais, pour gagner le Tour de France. Attends, 77, René Arnoux, champion d'Europe de Formule 2 et 2 ans plus tard, Rémi, quand même si tu suivais pas la Formule 1, duel, Gilles Villeneuve, René Arnoux, ça te parle? Mais bien sûr. 79. Il me l'a raconté en discothèque à Valencia. Toujours une anecdote sur une discothèque. Je peux te dire que René, quand il vient sur les courses, il aime sortir. Ah bah oui, et puis il est passionné. Hein. Je peux te dire que franchement, ça me faisait vraiment vibrer aussi parce que la manière dont il raconte les choses, il a roulé dans la F2 qu'il avait pu emmener au titre en 77, donc il y avait de l'émotion quand même. Ah ouais, j'aime bien quand ils font ça, les voitures avec lesquelles ils ont pu rouler. Je crois que c'était, il avait roulé dans une 306. J'ai honte de ne plus me rappeler de son nom. Qui, Gilles Panizzi? Voilà. Non, c'était pas Gilles Panizzi. Ah bon? Si, je crois que c'était lui. Je sais pas, dans une 306, normalement. Si, c'était Gilles Panizzi. Et il retrouvait son feeling instant. C'est fou, quoi. C'est comme si dans 10 ans, on te remet sur un S minéraire, en 20 ans, et tu fais « Ah oui, c'est vrai ». Je m'en souviens. C'est intéressant le sujet que tu viens de lancer avec les filles, parce que je suis en train de me rendre compte, c'est ma région, hein, que ce circuit qui a accueilli le Tour de France avec l'étape décisive, la Formule 1, il existe quasiment pas. Parce qu'il n'est pas en FSBK et en European Bike non plus. Non, du tout. Je crois qu'il accueille, parce qu'Exupéry Beaumont, il y avait brillé la deuxième catégorie de l'endurance.
Voilà, ça doit être à peu près tout ce qu'il y a. Et même en voiture. Hein. Ce qui est triste, ce qui est vraiment triste, parce que c'était un bijou, ce circuit. Il est incroyable, hein. Il est hyper intéressant. Alors, on peut pas le découvrir. Justement, voilà, c'est la transition toute faite. Tu nous as pu ramener des images, justement, de Tristan Gomandi qui était venu sur ce plateau. Alors, il était venu. Il avait, attends, pour l'anecdote, quand même, je ne résiste pas à le dire parce qu'il me l'avait dit dans mon podcast, alors j'en profite. 2006, il signe avec Williams pour être en Formule 1 en 2007 et il trouve malheureusement pas suffisamment de budget pour être sélectionné, j'allais dire. Donc ça s'est joué à rien qu'on le retrouve en F1 chez Williams. Et ben là, je te laisse le dire, mais ce week-end, il y avait de l'émotion. Il a retrouvé sa Formule 1. Bah, c'est autre chose que des turbos, hein. Voilà. Hein. Non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. Ah bah là, c'est sûr que les V6, tu sais, j'en ai parlé ce week-end, hein, parce qu'il n'y a que des passionnés, évidemment, qui étaient là. Mais toi, tu as une veine de cocu, quand même. Comment parce ça que pouvoir sortir une vidéo comme ça, Dijon. Moi aussi, j'ai fait le conservateur. Il a fait le conservatoire d'art dramatique, Daniel Auteuil. Il lui a demandé quel souvenir as-tu gardé de Dijon 2 longs hivers. T'as pas eu de pluie? Il n'a pas plu? Un petit peu. Ah, quand même. Il a plu un petit peu le dimanche. T'allais nous dire quoi? Je sais plus. Voilà. Rémi, tu nous l'as coupé là en plein élan. Qu'est-ce que j'allais dire? Si, que les passionnés étaient nombreux et ils m'ont dit, je suis allé voir un Grand Prix de F1 moderne. Franchement, il n'y a pas la même adrénaline, le même sel parce que le V6 en fait ça souffle quoi. On entend du souffle. Là, les V10, il y avait une Jaguar moteur V10 de 2004. Wow. Non mais c'était juste incroyable, ça sifflait. Moi ça me mettait la chair de poule parce que mon premier Grand Prix était en 96. Ouais, je suis vieux, ça y est. 96 à Manicourt. Et je me souviens qu'à 3 km avant d'arriver sur le circuit, t'entendais les moteurs. Évidemment. C'est dingue. Vous suivez toutes les deux la F1 ou les sports mécaniques voitures? Pas trop. Mince, pourquoi? C'est pas grave, hein? Non, moi non plus, sans plus. Non. Très moto, non. Full moto? Full moto, concentré sur les objectifs à atteindre et... mais elles ont regardé la MotoGP quand même. Quand même. Ouais. C'est le minimum. Oui, mais ça, c'est la moto. Évidemment, voilà. Effectivement. Bon, bah, la transition est toute trouvée. On va parler maintenant de moto avec tout le monde. Et c'est Rémi qui va nous raconter un petit peu le Moto 2 et le MotoGP tout de suite. Parlons de Moto 2, cher Rémi. Vous avez suivi d'ailleurs la Moto 2 ou pas du tout? Moto 2, non. J'ai pas eu cette chance. C'était la course de l'année. Justement. Probablement. Hein. Franchement, il s'est mis à pleuvoir et il fallait faire un choix de pneumatique. Ogura est japonais. Il est en tête du championnat. Il a fait le bon choix. On a pensé vraiment qu'il allait gagner. Ils ne sont que 6 pilotes à avoir choisi de partir en slick. Enfin, pardon, 7. Parce qu'il y en a un qui a été assez bête pour choisir Arenas, c'est ça, qui joue le bon choix de pneumatique et qui a flippé et qui est rentré, donc il pardonnait pour changer, pour prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Et pourquoi tu m'as dit qu'il a changé d'avis 2 fois? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il se met à pleuvoir. Donc, il lance la course. Ils sont tous en slick. Il se met à pleuvoir, donc drapeau rouge, parce qu'ils n'ont pas 2 motos en Moto 2. Donc, il s'arrête et au final, il commence à sécher. Donc, les gens se disent, on va prendre des pneus slick. Et puis, ils commencent à se remettre à pleuvoir. C'était infernal. Ogura est resté sur son choix. Il a pris des pneus slick. Il a eu confiance en la météo. Il était quand même à domicile. Et il s'est dit que ça allait sécher. Mais il fallait tenir les premiers tours. Et donc, Arenas, lui, il met les pneus slick. Et puis, à la fin du tour de formation, il rentre et il met les pneus pluie. C'est pas possible de faire ça, mais c'est étonnant parce que vous avez vu que Jorge Martin à Misano, il a craqué, il est rentré, il perd peut-être le titre là-dessus.
il suit pas les Italiens. On a Misano, les Italiens, Pecco, tout ça, ils sont pas rentrés. Là, vous avez un Japonais qui connaît par cœur le circuit. Est-ce que c'est comme ça que Manuel Gonzalez a gagné? J'en sais rien, mais en tout cas, il a été malin. Effectivement. Et du coup, tu parlais de Manuel Gonzalez, il a enfin décroché sa première victoire. Ça fait plaisir parce que ça fait quand même une éternité que je me coltine à commenter ces courses 300. Parce que mine de rien, mais oui, il a 300. T'as roulé dans cette catégorie, mais il faut savoir que nous, avant, on avait la 1000 Superstock avec Petrucci, avec Toprak Gazgatoglou, avec Florian Marino. Et on a été un petit peu déçus au début quand on a eu les 300. Et on peut en discuter. Est-ce que tu trouves que c'est plus formateur? Je crois que tu as roulé en 1000, que tu viens d'essayer une 700. Et est-ce que tu n'as pas un petit avantage par rapport à ceux ou celles qui viennent de la 300 pour essayer une 600 ? Dans cet ordre-là, sûrement. J'ai quand même eu la chance de rouler en 300 avant, ce qui m'a apporté la vitesse de passage en courbe. Ah ouais. Après, l'avantage de la 300, c'est que ça reste assez peu onéreux. Et c'est ça aussi l'avantage de cette catégorie-là, c'est que c'est pour se lancer, ça coûte pas si cher que ça, malgré tout ça, pour budget. C'est moins important. Est-ce que tu apprends quand même sur les sensations, etc. Alors oui, tu apprends forcément des choses. Tu apprends beaucoup en bagarre parce que du coup, vu que c'est des petites cylindrées, on est tous un peu à jouer des coudes et donc tu es obligé de te renforcer un peu dans ton pilotage et ça, t'as pas le choix. Après, techniquement, j'ai plus appris en 1000 avec un châssis rigide qu'il faut vraiment emmener avec la force, quoi, que la 300 qui est un peu molle à se tordre un peu. Justement, c'est ça. C'est un peu comme les 2 temps de l'époque où il faut tout le temps aller chercher les tours pour avoir du rythme. Contrairement à la 1000, justement, les 2 temps, c'était magique, les 2 temps. Là, la 300. Alors, il n'y a pas cet effet on-off qu'on peut avoir sur le 2 temps qui était justement magique. Maintenant, c'est clair qu'il y a un certain régime moteur à pas dépasser. En tout cas, en bas, quoi. Il ne faut pas descendre trop bas dans les tours. Mou, sinon, quand tu ressors, c'est pas possible. D'accord. C'est un peu comme le kart de lock. J'aime bien faire en tout cas, Manuel Gonzalez gagne. Et enfin, donc, ce championnat 300 forme des pilotes. Ou en tout cas, le président Poirier, tout à l'heure, l'exception. Huertas n'y est pas encore. Non, il n'y est pas encore, mais il va y être. Et on l'a cité, effectivement, le deuxième qui pourra peut-être être le nouveau Gonzalez, c'est Huertas. Ça fait 2 en 10 ans, quand même. Et Ogura, il a ce qu'il faut pour aller chercher le titre ou pas? Là, il avait déjà le titre gagné, il a presque 50 points d'avance. Là, il a repris 20 points. Il est titrable on reprend une semaine sans Grand Prix. Ensuite, on va enchaîner Australie, Thaïlande, Malaisie. Dès l'Australie, il est titrable déjà. C'est dingue. C'est plié. Il est au-dessus du lot. Attends, et en Moto 3 aussi, c'est plié. Si tôt dans le championnat, c'est dingue. Je trouve. Par contre, tu sais qui est champion en Moto 3. J'ai pas vu la course, mais j'ai vu le résultat quand même. Et j'aime beaucoup ce pilote. Je trouve qu'il est assez humble et toujours très posé dans ses interviews ou après la course, alors qu'il sort d'une course parfois très mouvementée. Et c'est vrai qu'à suivre, c'est sympa. Et qu'il soit titré, je trouve qu'il le mérite d'autant plus parce qu'il a pas la grosse tête et il se la raconte pas. Et personnellement, je préfère ce genre de pilote. Podium pour VDS aussi? Podium pour Marc VDS. Ah là, voilà. Et c'est le moment où il force. Notre nouveau sponsor. Attends, mais non, mais qui a fait ce podium? Philippe Salach. Le numéro 12. Parce qu'elle connaît tous les numéros de chez Marc VDS. On dit pas 12, on dit dose. Mais c'est rien. Mini, dose. Oui, mais non, mais dose tout court. La dose. Franchement, il a dit... Je vais aller le rencontrer là en Thaïlande et surtout en Malaisie où je vais passer du temps. Je vais passer tout le Grand Prix, y compris le vendredi avec eux en Malaisie, à l'invitation de Mark van der Straten et de Patrick Kramer. Et il a dit, mais il a eu une saison en enfer. Il a été blessé, il a eu que des pépins. Et là, enfin, il a fait le bon choix. Je me suis dit, en regardant la course, je me suis dit, allez, ils ont du métier, ils ont 2 pilotes. Salah qui avait été le premier déjà en FP1. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Ça partait vachement bien. Et puis en qualif. Oui, mais il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Et il a plu. Déjà sur la qualif. Mais pas uniquement. Et quand tu as 2 pilotes, bien joué. Arbolino au début, il est devant parce qu'il a pris les pneus pluie et super bien joué. Ça fait vraiment plaisir pour lui parce que c'est un bon gars. Et d'ailleurs, il continue la saison prochaine. Ouais. Il continue dans l'équipe Marc VDS et c'est Jack Dixon qui va arriver. Le Britannique. Et l'autre bonne nouvelle... Ah oui, c'est pour Lowe's. C'est Sam Lowe's qui re-signe. Bon, après, il est très, très proche de l'équipe, et on le savait. Et allez, il mérite d'avoir une 2e année. Il a fait une première année. Il a fait une 6e place à Assen, pour l'instant. Je pense que c'est la fameuse course où il a plu, d'ailleurs. Il a été beaucoup blessé. Il a été beaucoup blessé. Il s'est encore fait mal, là, le samedi. Sa moto, il a eu un contact avec Jonathan Ray qui a provoqué le drapeau rouge. Et du coup, il n'a pas pu rouler, il avait trop mal. D'accord. Et a priori, d'après Patrick Kramer, ça serait bon, il pourrait rouler
Très bien. J'ai une question quand même pour Lucie, je me permets. Fait. Les conditions justement humides, allant, s'asséchant, c'est quelque chose que tu aimes bien, que tu as pu avoir. C'est un risque quand même de partir en pneu slick sur une piste humide, non? Des conditions mixtes comme ça, enfin mitigées, c'est vraiment pour moi le pire qui existe. Dans le sens où si c'est mouillé, tu te poses pas de questions, tu mets les pneus plis et tu roules. En plus, j'adore quand c'est mouillé, donc perso, ça m'arrange bien. Ça bien quand c'est mouillé. Et à l'inverse, quand c'est sec, pareil, tu sais. Mais quand c'est un entre-deux, que tu sais pas trop, c'est vrai que tu regardes un peu ce qui se fait à droite, à gauche, mais t'es jamais sûr. Et en plus, là, ils ont des belles structures, donc ils ont le temps de faire les changements nécessaires. Mais quand on est deux à travailler sur la moto, que t'as les gants, le casque et qu'il faut changer la roue, c'est pas pratique. Et petite question, alors je l'ai déjà posé cette question à d'autres pilotes venus ici, mais à l'époque, ça se faisait pas du tout. Aujourd'hui, en MotoGP, on les voit tous sortir le pied au freinage pour, dans le sens à l'inter. Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu étais juste au genou avant pour ta prise de virage? Et qu'est-ce que ça t'apporte si tu le fais de faire ça? Alors du coup, par rapport au genou, c'est vraiment une autre schématique et d'autres avantages que ça apporte de sortir le pied. Moi, je le fais personnellement, surtout sur le circuit Carole, parce que c'est des freinages... C'est un circuit on-off, tu accélères, tu freines. Il y a des gros freinages, surtout avec la 1000, tu arrives très vite et tu n'as pas beaucoup de temps pour t'arrêter. Personnellement, je le fais et en fait, j'ai même pas pensé à le faire. Ça s'est fait automatiquement, naturellement. C'était presque plus un besoin qu'une pensée, dans le sens où ça m'aide vraiment à rétablir l'équilibre de la moto. Ça permet aussi de l'asseoir un peu et de la placer dans le sens du virage. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une petite glisse ou parfois une grosse glisse lors du freinage. Et cette glisse dans le bon sens permet de rentrer plus facilement dans le virage. Un peu comme les supermotos, légèrement. C'est la même idée, Un peu moins provoqué, mais c'est la même idée. Et du coup, ça permet aussi de se freiner plus rapidement. Ça fait un frein aérodynamique en plus, avec une prise à l'air supplémentaire. Et personnellement, ça m'aide. Touché. Rémi, t'as vu l'image du pilote Moto 2 là? C'était qui? C'était la semaine dernière. Oui. Mais dis donc, tu parles drôlement bien. Tu as fait des études en plus. C'est quoi, bac plus 2, bac plus 3? J'ai une licence en STAPS. Non, mais c'est intéressant. Franchement, il est fort. J'avais posé la question à un précédent invité sur le sortie de pied, parce que quand je roulais à l'époque, tout le monde était au genou, voilà, tu déhanchais. Déjà, le coude, ça n'existait pas. Mais j'avais pas eu cette réponse claire de ce que tu viens de dire. Et c'est parfait. Merci beaucoup pour ça. En plus, c'était résumé. Ah non, mais c'est parfait. Incroyable. Parce que ça apporte plein de choses, vraiment. Ouais, mais jamais. Toi, tu vas finir en télé ou influenceuse. Consultante. Ah oui, influenceuse. C'est vrai que c'est important. On parlait des sponsors tout à l'heure. C'est important, les réseaux sociaux. Pour toi, tu le dirais justement parce que. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt là? Fille au guidon. Ah d'accord. Bon. Je crois que c'est contractuel. Sandrine, c'était obligatoire. On vous a encadré. Corporate. Pas du tout. Corporate. C'est familial, Fille au guidon. C'est vrai? Oui. C'est une belle structure. Ça fait combien de temps qu'elle roule pour toi? 2020, je crois qu'on a commencé le partenariat. Et comment ça s'est fait la rencontre? En fait, je l'ai vu dans les résumés de course et je me suis dit, tiens, je vais l'interviewer parce que ça faisait pas longtemps que tu commençais à scorer. Et c'est passé très bien. Enfin, elle m'a vraiment impressionnée. Elle se bat comme une lionne sur la piste et en dehors. Enfin, ça m'étonne pas que tu aimes bien le pilote que tu as cité tout à l'heure. Elle est d'un calme. C'est impressionnant. Quoi qu'il arrive, c'est poker face. C'est qui ton mentor en pilote? L'exemple, on va dire, celui que j'admire le plus, c'est Marc Marquez. Mais du coup, c'est pas forcément dans l'exemple. Du côté de Rémi Tissier. Que tu viens de citer. Non, mais c'est quoi? C'est David Alonso, toi que t'aimes bien. Mais je parlais de David Alonso, oui, que je trouvais super sympa à suivre, pilote. C'est vrai que Marc, c'est un peu dans le show, mais c'est ce qu'on aime aussi. Évidemment. Bon, on était sur la MotoGP, on t'a coupé, Rémi. Je vois ça comme une image. Tu parles de Pedro sur la Moto 2. T'es sur le sponsoring. Pedro Acosta qui a décroché sa première pole, mais qui enchaîne les chutes. Il lui manque quoi pour concrétiser, en fait? Il lui manque un petit peu de métier. C'est quand même le 3e plus jeune pilote à faire pole position. Je crois que les 2 autres, c'est Marquez et Fabio Quartararo, je crois. De mémoire. Donc, c'est vous dire que, bon... Ouais. J'avais posé la question sur mes réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il va être champion du monde? La réponse, c'est oui. Après, c'est vrai. Première pole, et malheureusement, il tombe au sprint. Il dit c'est de ma faute parce que c'est de sa faute. Il avait fait un super chrono d'ailleurs, il allait trop vite. Je crois qu'il avait été 2 dixièmes plus vite que le record et rebelote en revanche le dimanche. Ça, c'est plus embêtant. Il retient pas la leçon. C'est drôle, tu vois je vois Motul surtout. Oui, tu vois Motul. Mais regarde, si tu vois les tentes, tu sens qu'on n'est pas à Spa, quoi. Il y a rien qui dépasse. Ah oui, d'accord. Alors attendez. Incroyable. Quelle est la particularité du Grand Prix du Japon?
De quoi, de Motegi, tu veux dire? Oui, ou même si c'était Suzuka. La météo, non, Non, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Je te souhaite de le faire. Il y a 2 choses déjà. Randy Lepunier m'a dit un jour, j'avais un wildcard à côté de moi. Mais il a dit 20 fois celle-là. Ah oui, d'accord. Voilà, donc celle-là, il dit, le mec, il va se faire harakiri. Mais l'autre, je l'ai pas raconté. C'est quoi? Tu vas dans le paddock, n'importe où. Ils sont respectueux et ils viennent. Ils ont des cadeaux, même si le pilote en a rien à foutre. Parce qu'une fois, j'étais choqué. Il y a des gens qui ont amené des cadeaux de valeur à Andrea Iannone. Il a pris ça, il en a rien à cirer. Il y en a d'autres, mais c'est incroyable la passion qu'ils ont. Il n'y a aucun autre pays au monde où les spectateurs ou spectatrices, ils attendent pendant des heures. Toute l'année, ils attendent le Grand Prix. Nous, on avait des fans, nous, avec Vanessa Guerra et Laurent Rigal, qui nous attendaient d'année en année, qui nous suivent toujours. C'est incroyable. Et du coup, je dis, c'est une bêtise, mais il y a Suzuka et Motegi? Non. Il y a plus Suzuka excusez-moi. Depuis l'accident de Jiro Kato. Son fils. Dont le fils a agité le drapeau à damier pour la course Moto 2. Exact. J'avais jamais fait attention. Il n'y a plus de Suzuka en moto? Non. Alors, il y a Suzuka, si, en endurance. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être cet amalgame-là, effectivement. Mais donc il n'y a plus que Motegi? Il n'y a plus que Motegi pour l'instant. Pour Honda, c'est mieux, effectivement. Parce que bon? Non, mais c'est le circuit Honda. Quand même, Motegi. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait le show. On va y venir de toute façon. Mais parlons de Pecco Bagnaia qui a enchaîné avec sa 8e victoire et entre dans le club des 5. Ouais, il rentre dans le club des 5. Alors, Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Dans l'ère moderne, a gagné au moins 8 courses longues, puisqu'on ne compte pas les sprints, dans une saison. Et c'est pas fini. Hein. Il n'y en a que 5? Attends, mais avant, il y avait 16 courses. Maintenant, il y en a 24. C'est comme en Formule 1, ça, c'est n'importe quoi. Mais je pensais qu'il y en avait plus. Tu rajoutes 8. Tu vois ce que je veux dire par année. Donc bon, tu as plus de chance. Mais c'est 900e victoire italienne au passage. Et du coup, il a pris l'avantage. Il était arrivé avec 21 points de retard sur Jorge Martin. Jorge Martin a fait 4e du sprint. 2e, il n'y avait rien à faire. Et du coup, on est passé de 21 à 10 points. Et excuse-moi, je reviens là-dessus parce que je ne l'ai tellement pas vu venir. Il n'y a plus Suzuka. Ok, non, mais il n'y a plus Suzuka, mais justement, c'est quoi? C'est le peuple qui a été traumatisé par la mort de Kato ou il y a des problèmes d'infrastructure parce que les bacs sont pas assez longs? Ah non, c'est les problèmes de sécurité. Voilà, c'est ça, c'est la FIM qui dit c'est passé safe, c'est ça. Voilà, après qu'ils étaient traumatisés, malheureusement, tous les Japonais se sont tués. Oui, donc, non, mais ça aurait pu a commencé avec Nagai, le coéquipier des frères Saron à Jerez. Celui qui m'a fait pleurer, c'est Norifumi Abe, que j'adorais. Qui s'est tué, lui. Alors, c'était stupide, c'était en scooter avec un camion. Comme Nick Hayden aussi. Tous, ils sont tous morts. Shoya Tomizawa, qui gagne le premier Grand Prix Moto de l'histoire, qui meurt également. C'est terrible dans l'accident avec Scott Redding. C'est horrible. Ils ont plus de pilotes. Ah si, attends, moi je suis désolé, je suis fan d'Ayogura depuis que je l'ai commenté en Red Bull Rookies Cup à l'époque. Ayogura, moi je pense qu'il va faire quelque chose. Franchement, espérons. Ouais. On ressortira cette image quand ça marchera. Bien sûr, mais quand je commentais les Grands Prix, quand j'ai débuté, la 125, c'était Nomoru Ueda, Kazuto Sakata, il y avait... et je vous rappelle que Valentino Rossi, il se surnommait Rossi Fumi pour Norifumi Abe. C'était... D'abord, il y avait les 2 Grands Prix, il y avait Motegi et Suzuka, et c'était incroyable. Quand il a gagné, quand j'ai commenté la victoire de Norifumi Abe, il arrive même pas à pleurer parce qu'ils ont pas l'émotion comme nous, les pilotes japonais. Et en fait, je me demandais ce qu'il avait. J'ai compris après. Il retenait ses sanglots pour pas les montrer. Oh, c'est incroyable. Et c'était fabuleux ce qu'il a fait. Est-ce qu'on parle quelque chose de fabuleux justement? C'est Marc Marquez de retour là. Ça y est, c'est plus un coup de chance. Là, c'est en plus de ce côté-là, t'allais pas me contredire, Lucie. Je te laisse. On est d'accord, Marquez. Oui, effectivement. Après, c'est le comeback. En tout cas, moi, depuis que je suis la moto, c'est le comeback attendu, on va dire. Il a été beaucoup critiqué, il l'est encore et je pense qu'il le sera toujours parce que c'est comme ça, c'est le sport et ça fait il dérange, il est le meilleur. C'est à cause de 2015 aussi, de l'histoire avec Rossi pour le titre face à Lorenzo. Il y a eu des histoires. Mais c'est une erreur, ça. On en a parlé avec ton coach, Ramon Forcada, il y a plus de 70 ans. Il vient d'écrire. Tu feras bien de lire ça, et Philippe Monneret aussi. Il n'y a pas assez d'images. Il a dit, Ramon Forcada, la vérité. Il a dit exactement, voilà comment ça s'est passé. Il a dit, Valentino Rossi s'est payé Gibernos. Vous pouvez le retrouver, c'est écrit sur les réseaux sociaux partout. Ramon Forcada, le chef mécanicien de chez Yamaha. Et là, le problème qu'il a fait, l'erreur qu'il a faite, et ça fait des années que je le dis à Philippe, parce que je l'ai vécu en direct, il n'a pas vu que Marquez était comme lui. Et que là, cette fois-ci, lui qui est manipulateur, calculateur, il allait pas. Je parle qu'il est comme lui dans le caractère. Et que ça n'allait pas passer. Et c'est pas passé.
Et c'est exactement ce que Ramon Forcada dit, parce qu'il l'a vécu de l'intérieur. Il fallait s'attaquer à tout le monde. Il était le boss, le parrain du paddock, à tout le monde, mais pas à Marc Marquez. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce que Pedro Acosta est pareil du coup? Parce que. Peut-être un peu moins. Non, pas tout à fait. Pas encore. On peut pas la juger. même mentalité. Déjà, on va pas juger. Il a rien fait pour l'instant. Il a fait une bonne position. Non, mais moi, je critique pas Marc Marquez. Je trouve que c'est bien qu'il se défende aussi à un moment donné. Marc Marquez, ce qu'il a fait de beau, qu'est-ce qui mène le monde? Le sexe et l'argent. Oui, d'accord. Là, pour les pilotes qui s'intéressent surtout pendant la course à l'argent, je vous rappelle quand même, oui, il a gagné beaucoup d'argent. Il s'est assis sur un contrat énorme, pour aller dans une petite équipe rouler avec son frère chez Ducati Gresini. Regardez ce qu'il fait. Il a quand même gagné 2 courses, personne. Et l'année prochaine, il va jouer le titre. Et il va peut-être être champion du monde. Il fallait oser quand même. C'était Honda, le premier constructeur mondial, pour aller. Mais pour pas s'enterrer et pour pas faire ce que fait Fabio, peut-être, parce que Fabio, là, il s'est un peu enterré. Tu parlais justement de titre, là, mais l'avance de Jorge Martin, ça fond. Ça a fondu de 21 à 10 points. En fait, il dit en plus, il dit, Martin, à chaque fois que je commence à avoir 20-25 points d'avance, je fais une boulette, une bêtise. Il a pas, on dirait qu'il a pas, j'allais pas dire les nerfs, parce qu'il les a, mais qu'il n'a pas la gestion d'un championnat. Et l'avantage de Pecco, c'est qu'il en a gagné 2 déjà. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et qu'il est dans l'équipe officielle. Bon. Aussi. Et un qui a gueulé, c'est Fabio. Bah oui. Alors ça, franchement, je l'ai vu, les mots que tu as donnés pour préparer l'émission. Mais je ne les ai pas inventés, c'est je sais, mais ce que je veux dire par là, avant que tu dises ce qui s'est passé, j'ai vu dans toutes les courses, online, en e-sport, des pannes d'essence, il y en a toujours eu. Quand on est roulé avec National Moto en endurance là, aux 6 heures, on est tombé en panne d'essence. Tu as toujours des courses sprint qui ont en panne d'essence. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Non. MotoGP, ça arrive pas tout le temps. Déjà, très peu. Jamais, pas une seule fois. Bon, je quitte ce plateau. C'est dans la mauvaise équipe, moi j'y suis pour rien. J'ai vu, il y avait un débat entre Louis Rossi et Randy Lepunier, mais là, pour le coup, moi qui suis plutôt 99%, voire 100% Randy Lepunier, pour le coup, là, ça fait 2 fois qu'ils font le coup en 3 Grands Prix. Ouais. Il était 5e, il finit 7e à Misano parce qu'il tombe en panne d'essence. 2 courses après, il recommence. Mais c'est une faute professionnelle. Je ne dis pas le contraire. C'est de l'amateurisme. Ça arrive. Non, souvent. Mais ça peut pas arriver. Ils calculent, ils vont mettre le moins d'essence possible. Non, mais d'accord, mais tu gagnes quoi? Je veux dire, franchement, ils se battent pour la victoire. Vous auriez voulu que quoi? Qu'ils se taisent et qu'ils fassent comme d'habitude, qu'ils soient super consensuels et qu'ils disent. Je suis d'accord, mais c'est des trucs qui arrivent régulièrement. Tu sais, à chaud, t'arrives comme ça, tu vas voir. Celui qui va pas se battre et motiver, je pense qu'après il va pas être respecté dans l'équipe parce que Alonso en Formule 1 il fait ça, il se fait respecter. Hamilton aussi, c'est la marque des grands champions aussi. Enfin, je trouve. Hein. Ouais. Il a été champion du monde quand même, je vous rappelle. Mais Lucie, t'as jamais vécu dans le paddock des mecs qui sont tombés en panne d'essence dans les courses? Alors personnellement, jamais. Pas toi, et de visu non plus. Après, on joue pas autant et les réservoirs sont standards et d'origine, donc on joue pas là-dessus non plus. Mais non, je sais, jamais vu. En coupe de marque, mais le mec, on est tous la même bécane et ça changeait rien. Moi, je préfère partir avec un réservoir plein. Je savais que j'arrivais toujours au bout. Ouais. Et combien de fois les mecs ils sont arrivés j'ai pas souvenir en MotoGP. Alors peut-être que je me trompe. Je parle pas de MotoGP, mais dans l'univers du sport méca. Ils jouent beaucoup là-dessus. Et il y en a beaucoup qui tombent maintenant en panne dans le tour de décélération. Ça, d'accord. Et c'était Jackie Stewart qui disait l'important c'est je vais voir sur le chat, vous m'énervez, je suis sûr qu'il y a des pilotes qui vont être d'accord avec moi. Il a offert la 11e place à Johan Zarco qui ne demandait pas tant pour être avec Honda dans son jardin, prendre cette place. Et il a perdu 2 places à Misano, 2 places. Il a fait toute sa course à la 11e place, il n'a rien pu gagner avec cette Yamaha, il n'a rien pu gagner. Il se disait, il va revenir sur les pilotes de devant, sur Miller, Tintin, il est revenu sur personne. Et en plus, il tombe en panne d'essence. Moi, je peux concevoir que ça l'agace. 2 fois en 3 courses, j'appelle ça une faute professionnelle. En championnat du monde, ils ont perdu le titre constructeur de Gran Turismo à cause de l'essence. Ça arrive. Alors, c'est un e-sport. Mais bon, ça arrive. Oui, mais bon, ça arrive. Oui, d'accord. Quand tu calcules mal, ça arrive. Donc, changer les ingénieurs de chez Yamaha, puis ça ira mieux. Non, on va leur non, parce que la moto est très bonne, parce que Yamaha développe de très bonnes motos, le mec qui se rattrape. Mais par contre, non, sur la stratégie, ça va pas du tout. Non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est dommage et c'est triste que tu as un fait de course comme ça. Il a failli se faire percuter par Johan Zarco d'ailleurs. En plus. C'est rageant, surtout, c'est pas triste, là. Alors, que dirait une manager, justement? Est-ce qu'on lui tombe dessus en disant, bon, là, t'as fait n'importe quoi, Fabio? Ou est-ce que finalement, on dit, bon,
Ah non, là, je pense pas qu'on tombe sur un pilote qui... En plus, il l'a pas dit de façon hargneuse, il était dépité. Enfin, c'était vraiment... tristesse. Puis il n'a pas été quoi, très très dur, il a dit ridicule. Oui. Et impardonnable. Non, mais c'est en même temps. Alors, impardonnable, c'était peut-être un peu plus dur, mais... Bon, ça se Si, comprend. c'est des mots durs, je chambre là. Moi, je trouvais que c'était assez fort quand même. Oui, Enfin, oui. de le voir aussi mal déjà qu'il galère depuis quelques années maintenant, qu'il persévère, qu'il re-signe un contrat, qu'il se dit allez on y va, on travaille, ça va le faire. Et là 2 fois de suite. Alors Voilà, oui, c'est ça peut arriver. Une 2 fois. fois de suite, ça fait mal et C'est surtout sûr, en ça fait étant beaucoup. si loin. Ils n'avaient pas grand-chose à gagner en fait. Mais d'un autre côté, je préfère, si je suis Fabio Quartararo, tomber en panne d'essence quand je suis 11e au Japon, Ah bah oui. Bien que de sûr. donner la course et de la Bien perdre. Parce que là, alors là, Ah, c'est... eh ben oui, parce que Ah, mais c'est vrai. Tu as raison. Et restons du côté des constructeurs japonais. Oula. Honda, Zarco. C'était bon. c'est catastrophique. J'avais regardé ce matin toutes les statistiques. Tout est catastrophique. Ils ont Moi, je fait trouve quoi pas. Une Il a quand même une pas victoire été mauvais. miraculeuse avec Rins, mais c'est Lucho Shikinono qui disait ils ont pas les ailerons nécessaires. Il y a eu une course à Misano, aucun des 2 pilotes titulaires n'a plus roulé parce qu'ils étaient malades tous les deux. Ça peut arriver, mais bon, c'est comme sur Johan Zarco, il tape d'abord Mir dans la course sprint et ensuite il flanque par terre son coéquipier, pilote japonais, dont c'est la dernière course de l'histoire au Japon chez lui à Motegi, terminant l'arbre d'ailleurs de la course longue. T'as l'impression que le sort s'achète, mais il faut savoir une chose, les Japonais, ils ont une fierté. Donc c'est vous dire ce qu'ils encaissent en ce moment de voir Ducati, KTM et Aprilia les battre. Mais là, pour les Japonais, de Honda, c'est le jardin de Honda. Oui, c'est vrai. Et là, c'est le seul top 10 de l'année, c'est Johan Zarco. Bravo à lui d'ailleurs, Oui, parce qu'il oui. bat. Mais les 2 pilotes officiels, Johan Mir, moi j'hallucine qu'ils aient re-signé Johan Mir et Luca Marini, j'hallucine. Mais parce que personne ne veut venir, je pense. C'est peut-être ça la vraie difficulté, Échec. non? Bah, tu trouves toujours des pilotes, là, Tu c'est crois pas possible. Allons. Ah. Comme je l'ai redit, il n'y avait qu'à proposer des fortunes à Toprakas Gatoglou et il y va. Il va te la faire marcher mieux que ça. Il va chez Honda. Oui, il fera Mais mieux oui. marcher, c'est sûr. Mais... Ce qui est ouf, c'est que leur bécane CBR, ça a toujours bien marché. En endurance, sauf si conneries, c'est comme ça marche. Non, quoi. mais surtout, voilà. Ah bah, ils sont champions Mais oui. avec National Moto. L'autre chose qui est terrible, c'est que déjà cette année, ça s'était réduit au niveau sponsoring comme peau de chagrin. Et on va rappeler quand même Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, Alex Crivillier, tous les titres Nick de Nick Douane. Il y a eu 6 pilotes, je crois que j'en oublie un là. Honda Repsol, 30 ans, c'était l'équipe où aller. Il n'y a jamais eu de C'est Français vrai. d'ailleurs. La seule fois, il aurait pu y avoir Johan Zarco, ça ne s'est pas fait C'est vrai que à cause de son agent. c'est l'époque de C'était Douane, c'était l'équipe. Ferrari, bien sûr. C'était l'équipe. Ils avaient 3 à 4 pilotes, Takuma Aoki, avec la Bicilla de Honda Et en Copé Client. quoi c'est si différent le développement d'une bécane d'endurance qui part d'un CBR à Ça, j'en sais rien, mais ce que je vais te dire, là où je suis tombé des nues, je vais aller voir Lucho chez Kinello, parce que c'est le copain de Dario pour lui poser la question. A priori, ils ont presque 10 ans de retard. Ça fait 10 ans qu'il y a les ailerons et qu'ils ont commencé à travailler sur l'aérodynamisme Ducati. Presque 10 ans. Et il expliquait à Lucho que quand il a gagné Rins, c'était un miracle, là, parce qu'il n'était pas encore avec ce qu'il fallait. Quand est-ce qu'ils vont s'y mettre ? C'est incroyable, une lenteur de réaction pareille. Cela dit, c'est vrai qu'on s'imagine pas qu'à moto, normalement, l'aéro fasse quelque chose. Bon, maintenant, on le sait. Mais bon, moi, je trouve que c'est contre l'ADN. Je sais pas, moi, ça roule sur quoi chez Fillot Guidon Il n'y a que BM ou il y a d'autres Ah non, pas du tout. Bon, alors déjà, Fillot Guidon, on est à presque 15 000 partout en France. Donc ça roule sur plein de choses. Non, justement, non, on est libre. Ouais, Ce serait intéressant. le credo. Et au niveau des pilotes, non, ça roule sur Yamaha, parce qu'on a des pilotes qui roulaient en Suzuki. Audrey Tu voulais parler d'April Franzoni, parce qu'il y a également, je l'avais interviewé pour la Fédération française, il y a également le tout-terrain. Honda. Et puis il y a une jeune fille qui a brillé ce week-end. Ah, laquelle? Si. Ah, si. Alors, tu as une pilote, Fillot Guidon, tu m'as dit qu'elle a brillé ce week-end et tu voulais absolument parler. Tu ne te souviens plus? Peut-être le week-end dernier. Ouais, non, je me rappelle. Elle brille toutes ici. Il y a quoi? Il y a Margot Vanham qui. Il y a Margot Vanham, donc qui a gagné la Women's Cup en 2018 et qui aujourd'hui est en promo sport en 1000 et qui roule. J'ai commenté cette victoire. C'est vrai? Oui. En 2018? Exact. Ah, excellent. On a beaucoup, Anthony. Vous savez quoi? On va démarrer tout de suite l'interview maintenant. Je pense qu'il y a de quoi faire. On va parler de Fillot Guidon et évidemment de Lucie, de ce qui l'attend sur ces différents championnats. C'est parti pour l'interview.
Je reviens sur mes fiches, je suis tellement bien préparé. Voilà. Non, entre Twitch, le chat et ça, c'est un peu compliqué. Et Minecraft, il y a tout. Non, mais là, vraiment, il n'y a pas d'OP Minecraft. Hein. Je crois que tu te trompes, hein, Anthony, hein, clairement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la compétition et dans la moto déjà de base? Alors ça, c'est une très bonne question dans le sens où mes parents ne font pas de moto. Non. Mes parents ne sont pas d'anciens pilotes, mes parents ne font pas de piste. Comment c'est possible là voilà. Qui fait? Donc déjà, je pense que c'est dans mes gènes depuis un petit moment, on ne sait pas trop vraiment d'où ça me vient. Et tout bêtement, en tombant sur une vidéo d'une course de Moto 3 sur Internet, sur YouTube, et je me suis dit, c'est incroyable, il faut que j'essaye ça. Relativement récent, là. Ouais, c'était en 2000... la première fois que j'ai vu la vidéo, je devais avoir une dizaine d'années. J'ai toujours été passionnée de moto parce que même avant ça, dès l'âge de 5 ans, j'étais naturellement attirée par les motos alors qu'il n'y avait aucune raison à ça. Dans la rue ou à la télé? Dans la rue, à la télé, dans les magasins, parce que quand même en sortant, enfin voilà, s'il y avait des concessions, quoi, s'il fallait que je m'assoie sur toutes les motos de la concession, enfin... Sandrine, tu faisais ça aussi? Ouais. C'est vrai? Sérieux? Ah, c'est énorme. Non, mais franchement. Mais il y a plus longtemps. Oui, non, mais quelques années d'écart. C'est pareil, c'est pareil. Mais non, c'est dingue parce que t'as pas eu de modèle femme, justement. Tu t'es pas dit, je vais imiter. Non, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de modèle femme. J'espère pouvoir le devenir un jour. Et oui. C'est l'objectif, en faisant les choses bien. Mais non, mais du coup, le modèle que j'ai eu, c'était Marc Marquez à l'époque, qui était dans sa période où il explosait tout, et c'était très sympa à suivre. C'est très sympa à suivre. Excuse-moi, des non, il y avait une belle non, mais il y avait une belle rivalité. C'est le sport. Il faut aussi des moments. Mais c'est bien. On est là pour regarder ça aussi, et sinon c'est pas la peine. Si c'est plat et ennuyeux, on regarde pas. Exactement ça. Donc il faut un peu de rivalité, ça met du piment. J'ai l'impression que les femmes, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais se lancent alors qu'elles n'ont pas vraiment de transmission de la part de leurs parents, alors que les enfants, les garçons, c'est souvent mon père faisait ci, alors moi je fais ça. Je sais pas, c'est pas Émilie Bondy qui fait de la moto et dont des parents ne savent pas? Si, sa mère la trimballait, Sandrine, sur le guidon ou sur le réservoir de sa moto. Et je pense que son père en faisait aussi. Hein, Après, ils n'en ont pas fait en compétition, mais ils en faisaient quand même. D'accord. Elle est montée sur une moto, comme passagère. Et j'en ai pas parlé au départ sur le sommaire. Tu as quand même été la première femme à monter sur le podium. Tu as fait P3 en 1000 en FFSBK face à 55 autres concurrents. Exactement. C'était la première, du coup, premier podium en FSBK. Premier podium en FSBK pour moi, sachant que j'avais déjà fait 4 années de 400 avant, donc en Super Sport 300 exactement. À chaque fois aux portes du podium, mais ça n'a jamais été concrétisé, vraiment écrit noir sur blanc, et c'est ce qui me manquait. Il me manquait vraiment ce podium. Et l'an dernier, premier podium à Pau-Arnaud. Ah ouais, beau circuit en plus. Un super beau circuit. Et cette année, je commence la saison super bien avec podium au Mans, dès la première course de l'année, sous la pluie. P3, P2 P3, le P1 arrive bientôt, ouais. P3, et les 2 podiums que j'ai fait, c'était les 2 sous la pluie. Et donc on me chambrait un peu là-dessus en me disant ouais, tu roules vite, mais bon, sous la pluie, tu verras, sur le sec, ça reste un peu macho, surtout en 1000, c'est un peu bon. Au contraire, sous la pluie, il faut être vachement fin et tout. Ouais, mais bon, il faut bien trouver une excuse. Sous la pluie, tu roules bien, mais on verra sur le sec. Et là, ça a concrétisé à Carole, podium sur le sec, et pas 3, cette fois-ci 2. Donc beau, avec un super chrono qui a jamais été réalisé avant par une femme, apparemment. Ça donne quoi Oui, une, on en parlait, hein, c'est incroyable, ça roule très très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, une, ça commence à être pourri dans le coin, mais vénère. Je crois que le record officiel, c'était 58, il me semble, 58,9. Ouais, franchement là, c'est stratosphérique. Il réagit comment le paddock là-dessus? Tu sens encore un peu de machisme, un peu de trucs comme ça, ou finalement les mentalités ont évolué et par tes résultats, et du coup, c'est OK, vas-y, pas de soucis. Ça joue beaucoup. Déjà, les choses changent. Quand j'étais en 300, c'était assez compliqué parce qu'on était tous des jeunes et il y avait beaucoup plus d'ego, en fait, finalement. Et c'était un peu le fight tout le temps, même en dehors du paddock, quitte à même pas se dire bonjour. Vraiment, je comprends pas vraiment cette mentalité-là, mais c'était comme ça. Et là, depuis que je suis en 1000, je suis avec des adultes, déjà, premièrement, ce qui fait que les choses changent beaucoup. Et en plus... il faut s'imposer, il faut faire des résultats. Au début, c'est pas facile, surtout que j'ai fait la passerelle 400 000 d'un coup. Je suis pas passé par le 600 entre deux, donc j'ai pris rigole zéro, 200 chevaux d'un coup. Un petit Harrison d'un coup. Non, pas encore, pas quand même.
Et c'est vrai qu'au début, il faut se faire sa place. Parce que du coup, ils se disent, non mais c'est qui la gamine là? En plus, c'est mon surnom dans le paddock, la gamine. Ah bon? Elle arrive, elle passe du 400 au 1000, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous êtes fous. On a été traités de fous, c'est n'importe quoi, c'est dangereux et tout. Juste, t'es pas la troisième gamine de Sandrine? Ah, ça... Hier, je posais la question, je lui dis en fait, en lisant tout pour préparer, je lui dis c'est ta troisième fille. Et elle m'a dit presque. Presque, presque, ce que j'allais dire, presque. Tu la suis sur toutes les courses? Alors, pas physiquement. Pas physiquement? Parce que j'ai 2 autres filles. Ouais. Mais des vraies filles. L'IRL, comme on dit. Donc non, je la suis pas sur toutes les courses, mais je suis toutes ces courses. Et comment ça, tu gères ce côté c'est comme un team manager là, comment tu vois ton rôle de fille au guidon et avec des pilotes comme Lucie ou d'autres justement comme tu chapeautes? Alors, en fait, comme c'est arrivé au fur et à mesure, parce qu'au départ, quand j'ai monté Fille au guidon, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur, on va être clair. Les pilotes sont arrivés les uns après les autres en fonction des disciplines auxquelles je me suis intéressée. Donc, comme j'étais plutôt piste, forcément, au début, il y a eu Lucie, puis après Justine Pédémont, puis après, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je m'intéresse aussi à l'endurance. Donc, Amandine Creusot, et puis Margot Vandamme, qui avait basculé aussi en endurance. Et puis là, 100% femmes. Ah oui. Tu t'en souviens de ça? Oui, tout à fait. Bon, là, elle a monté son team avec son copain Amandine, l'AMC Racing Team. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai pris de nouvelles disciplines. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver, à aider la pilote qui a le plus de chances de gagner, de pouvoir avoir le plus de sponsors possible. Et Sandrine Derwal, elle pense que c'est toi. Je peux te le dire tout de suite. Voilà. Ah bah oui, là... Voilà. C'est pas du tout pour être la pression. Hein. Non, du tout. Mais il n'y a pas besoin d'avoir la pression quand on roule vite. Et en France, en Europe, voire même au mondial. Hein. C'est ce qu'elle nous a dit. Hein. N'est-ce pas? C'est en cours. Bon. Mais c'est pas une exclue, hein, c'est pas interdit, c'est pas secret. Ouais. C'est en cours. D'accord. 2025 Alors en fait, le seul facteur déclencheur qui nous manque, c'est le budget. D'ailleurs, on est à la recherche de partenaires. J'en profite pour glisser une petite info. C'est qu'on est vraiment à la recherche de partenaires. On est à la recherche de sponsors, Donald d'interviews. a décidé d'être généreux. Il va te donner ici en direct 1 000 €. Merci Donald Regnault. Le jeu des 1 000 €. 0. Mais vas-y, ça fait continue. 2 trains de pneus. C'est ça, ouais. Et donc oui, on sait jamais si quelqu'un passe par là ou a un contact ou autre. C'est vraiment ce qui nous manque. On a eu des beaux contacts. Je devais déjà être en Moto 2 européen cette année et la saison dernière aussi. Malheureusement, on n'a pas trouvé le budget nécessaire parce que c'est une somme très conséquente. C'est le prix d'une maison, clairement, pour 1 an. Et donc, malheureusement, j'ai pas pu. Et donc, c'est pour ça que je suis passée du 400 au 1000. Normalement, il devait y avoir de la Moto 2 entre deux. Et donc, normalement, voilà, championnat du monde l'année prochaine, si on trouve le budget. Il y a une collaboration qui est en train de se faire avec le GMT 94. Donc, du coup, c'est ça, alors, parce que... Là, tu vas un peu vite. Du coup, je voulais déjà dire que ça, les réseaux, elle va vite partout sur la piste qui vont bien parce que on sait aujourd'hui, ça passe par ça parce que à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux et que quand tu pouvais dire il y a Moto Revue qui va faire une demi-page sur le truc et puis tu avais toujours le mec qui gagnait, tu avais une photo comme ça. Maintenant, on peut vraiment communiquer sur les réseaux et tu as du monde sur Insta, c'est @LucyBoutseul, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est ça. Ça commence à se développer, ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise vraiment sérieusement. D'ailleurs, ce qui a fait le switch, c'est l'arrivée de Lily Rowe avec moi. Donc Lily, elle me permet de vraiment passer à un niveau supérieur dans la com parce qu'on fait des photos, on fait des vidéos, elle fait du montage. Ah oui. Elle m'aide aussi d'un point de vue management sur les contrats et autres avec les partenaires. Donc on est vraiment en train de faire quelque chose de sympa. En plus, il y a un documentaire qui est en cours de réalisation, donc qui filme ma saison actuelle et qui filmera le championnat du monde s'il y a l'an prochain. Et ça sortira en fonction, pareil, une fois de plus, des partenaires. Peut-être, c'est possible. Il y a des discussions aussi. Ah oui, le mec, je fais une vanne et non. Non, sérieusement, Amazon, sérieusement, il y a des choses en cours. Donc, à voir. On suivra ça. Et tu as quoi pour l'instant comme sponsor? Tu as des sponsors vêtements, par exemple? Sponsor vêtements, oui. Et exactement, Fille au guidon, premièrement. Et après, petite veste qui a été récupérée ce matin, juste avant de venir. Et des partenaires vêtements, des partenaires de matériel lunettes, aussi. Tu as des lunettes? Pas encore. Tu devrais te rapprocher de la marque Superbolide. Je connais. Ouais, on verra pour les conseils de marque. Je prends. Moi, ce que je voulais, là où je voulais revenir, c'est que du coup, là, tu es en FSBK cette année. Exactement. Tu as dit que tu avais très bien démarré ton année. C'est combien de courses qu'il te reste à faire sur cette saison? Et combien en général en ce moment? Alors, la saison est terminée. Ah, c'est terminé? Ça y est, c'est fini. Il reste plus, je crois qu'il fini. reste une course. Non, ça y est, c'est combien fini. en général?
Et je termine 7e au général. C'est beau. Ce qui est beau, je suis la seule femme. On était encore une 50aine de pilotes cette saison, 2 podiums, donc ça m'a fait des beaux points. Malheureusement, j'ai dû abandonner à Manicourt sur problème technique. Et dans un championnat où on n'a que 7 courses, 1-0, ça fait vraiment mal et on perd beaucoup de place au championnat. Parce que jusque-là, j'étais 3e ex-aequo avec le 4e. Ah ouais, c'est dur d'être... Donc ça fait mal de s'avouer vaincu, entre guillemets, et de devoir abandonner. C'est pour ça que tu comprends mieux Fabio Quartararo, alors, avec sa naissance. Mais Lucie va prendre sa revanche sur ce circuit nivernais les 19 et 20 octobre prochains. Pourquoi ? Quelle transition. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Avec la Women's Cup qui aura lieu sur le circuit de Manicourt, du coup, les 18, 19, 20, pour aller chercher le titre de championne de France, du coup, parce que malheureusement, cette année, le championnat a été réduit en une seule course par manque de participantes. Ouais. Et malgré tout, en une course, il y aura un titre de championne. Et l'année dernière, Émilie Bondy a été très maligne parce qu'elle a communiqué là-dessus, qu'elle était débutante en disant qu'elle était championne de France, donc tu comptes bien faire la même chose. Et ça a super bien fonctionné et on voit où elle est et l'évolution qu'elle a, donc c'est bien, c'est prometteur. Carrément. Maintenant, faut profiter de ça. Au début, je n'étais pas forcément motivée à le faire dans le sens où je me suis toujours battue dans des championnats mixtes et je voulais pas trop aller m'enfermer dans un championnat féminin. Mais en fait, ça fait 5 ans que je suis sur le FSBK, ça fait 5 ans qu'on galère et qu'on essaye de développer la com, c'est pas facile. Maintenant, les partenaires hors moto ne font pas vraiment la différence entre un podium en Superbike et un titre de championne de France féminin. Donc, on fonce et si on veut passer au niveau supérieur... Vous avez la future championne de France, très probablement, parce qu'on va quand même respecter tes adversaires. Attention, c'est un peu comme la F1 Academy, en fait, si on fait le parallèle. C'est vrai que les femmes ont la possibilité d'avoir une exposition. La F1 Academy sur les Grands Prix de F1, c'est sûr que ça c'est pas du goût de toutes les pilotes, mais d'un autre côté, ça donne aussi une exposition. La grosse différence, c'est le niveau de ce championnat. Malheureusement, vu que la preuve en est, c'est que le championnat a été réduit en une course, donc déjà, c'est qu'il y a très peu de pilotes. Et c'est de base un championnat qui invite les débutantes à se lancer en compétition. Et en fait, il y a ça a marché l'année dernière, alors. Il y a pas mal de disparités de niveau. Donc ce sera aussi un point important à prendre en compte. Il faudra y faire attention. Il n'y a pas assez de concurrentes, Lucie. On a 13 000 motardes. Qu'est-ce qui se passe ? Faut oser, faut déjà commencer la piste. On refait, prendre du plaisir. On a refait un peu de buzz sur le championnat. C'est vrai que en 2016 et 2015, c'était un beau championnat avec des gros circuits. L'ouverture, c'était la course du Mans. Avec les 24 heures du Mans. Ouverture des 24 heures. C'est ça qu'il faut remonter. Public du Mans. Et ils viennent pas te chercher toi en disant... Vu ce que tu fais... si, justement, on est en train là, de discuter sur le championnat de l'année prochaine, parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage d'avoir qu'une course. Ouais. Mais oui, les circuits étaient moins bons, les filles avaient plus trop envie d'y aller, et pourtant, moi, j'ai un paquet de pistardes sur le groupe qui demandent que ça, qui s'entraînent. Oui, alors ça, c'est surtout pour les pilotes professionnels, comme Lucie, même en amateur, une coupe de marque, déjà, tu le sentais passer. Se greffer sur un championnat existant, je sais pas, l'Ultimate Cup Moto, choses comme ça. Il y en a pas mal qui sont en Ultimate ou qui sont en promo sport ou qui font quelques courses sur quelques parce que quelques championnats. Tu achètes la bécane, tu l'achètes stock. Après, il faut acheter les carénages, tes pneus. Si tu tombes pas, ça te coûte pas plus cher, mais la remorque, le camion, l'essence et derrière les pneus. C'est la combi, le casque, les gants, et puis au contrôle technique, ils sont relous. On le connaît. Et en plus, on est limité à 50 sur le périph'. Non, on parlera d'Hidalgo plus tard, mais pas toutes les émissions. Mais effectivement, c'est cool. Et c'est vrai que c'est vachement intelligent de ta part de faire ça, même s'il n'y a qu'une course, parce que c'est vrai que sur une plaquette, sur une biographie d'Insta, bien sûr. un plus champion, et puis c'est cool, ça change, ça fait diff. Bien sûr. Même et si puis c'est un titre. Toi, tu rêves de champion du monde. Alors justement, champion du monde. L'année prochaine, pour 2025, tu vises. Si le budget est là, c'est le championnat du monde vitesse féminin. Exactement, c'est ça. Donc avec là où il y a Émilie. Exactement. C'est le même championnat avec les Yamaha R7 que j'ai pu essayer d'ailleurs il y a très peu de temps. Ça s'est très bien passé. Comme on disait tout à l'heure, l'adaptation 1000 R7, c'est super bien faite. J'ai roulé assez vite, tout de suite. Avec le GMT, c'est ça? Avec le GMT, avec le support du GMT. Donc, il y a juste à prendre de l'expérience, se focus vraiment sur la R7 parce que j'étais
je passais de la S1000 à Carole à la R7 à Carole, et Ça donc doit de faire la 1-1 à 1, je ne sais pas. Et mais t'as eu c'était beau temps, en plus. compliqué. Et en plus, c'était le déluge, effectivement. Ah ouais. Première fois que je monte sur la moto, c'est une moto qu'on me prête en plus, donc faut Ouais, faut pas, pas tomber. faire de bêtises. Et il pleut de la bonne Tu nous as pluie dit à que t'étais Carole. super doué sous la pluie. Mais j'aime bien. Mais faut pas C'est bien tomber. passé. C'est bien passé. Et après, la chance qu'on a eue, c'est que l'après-midi, on a eu un petit peu de soleil, on a pu passer les slicks. Les fameuses conditions difficiles, mixtes. Et du coup, c'est vrai que vu que j'ai pris du feeling tout de suite sur une piste délicate, avec une moto que je découvrais, dès que j'ai passé les slicks, ça a roulé plus vite. Il y a encore du travail, évidemment, mais il n'y a pas de problème. Bon, du coup, comment Comment on visite voilà. Fille au guidon, hein, c'est pas mal. exactement, c'est pas mal. Comment, quoi? Comment on vient chez Fille au guidon? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut Toi qui les repères ou Voilà. on peut venir Alors, vers un peu toi les deux. Mais là, on est surtout en train de relancer. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, au départ, Fille au guidon, c'était une société. Et puis, au bout de 2 ans, mon comptable m'a dit à juste titre, tu sais, Sandrine, tu prends pas de salaire. Bon, parce que j'ai un autre métier à côté, un vrai métier. Vrai métier. Tous les gens qui travaillent sont des bénévoles. Tu donnes tout l'argent aux pilotes. En fait, c'est pas une boîte que tu as créée, c'est une assoce. Ah ouais. Ah ouais. Et donc là, on est en train de basculer en mode assoce parce qu'en fait, c'est vrai que voilà, donc il y a 15 000 membres sur le groupe qui est que féminin, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes dessus. Moi, j'ai d'autres réseaux sur Filles au guidon avec 9 000 followers par-ci, 10 000 par-là. Mais vraiment, ce groupe est féminin et dedans, il y a plein de femmes qui sont prêtes à aider. Donc, de l'aide juridique, de l'aide. Et via l'association, on aura aussi de l'aide financière. Et après, des recherches de sponsoring, parce qu'on va pas, c'est pas avec la vente de quelques t-shirts qu'on arrive à financer 7 pilotes en compétition, ça c'est sûr que non. Donc après, l'idée, c'est de créer les liens via les réseaux de chacune pour que elles aient l'argent pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Et après, elle créera son équipe et voilà. Mais oui, mais moi, je rêve de faire la VR46 version fille en France. Pourquoi tu rêves? Parce qu'en fait, quand on a préparé l'émission, tu vis par procuration ce que via Lucie, ce que tu aurais rêvé de faire. Moi, j'ai commencé à rouler, j'avais 14 ans, il n'y avait pas de femmes dans le milieu moto. Et quand je roulais à Paris, j'avais une cagoule pour pas qu'on sache que c'était moi. Wow. Parce que ça se faisait pas. Mais bien sûr, les filles ne roulaient pas. Le baron noir, c'était toi? Non, ma moto était déjà rouge et noir. Mais voilà. Et du coup, j'ai même pas imaginé, moi, aller sur les circuits à cette époque. C'était en 94, 92. C'était pas possible à l'époque. Voilà, on faisait des road race, complètement des choses comme consciente. ça. Je suis complètement Et quand je les ai vues, elles arrivaient, je me suis dit, mais oui, allez, j'y vais à fond. Par contre, j'ai une question, moi, sur la communication. Donc, tu parlais de rouge et noir, tes couleurs. Ça me paraît classique. Enfin, ça me paraît normal, je veux dire. Pourquoi toujours cette couleur rose? Alors, c'est quoi? C'est un choix? C'est pour les sponsors? Alors, c'est pour de base, l'identification? Il faut savoir que de base, j'aime pas le rose. Je me suis douté. Déjà, Je m'en de suis base. douté. Et en fait, quand tu arrives dans un championnat où il y a 55 motos noires, bleues, jaunes, vertes, et que tu arrives avec une moto noire aussi, bon, t'es une fille, tu vas vite, ok, bon, super, machin. T'arrives avec une moto rose, tout le monde dit « Ah, c'est la fille avec la moto rose !» Et maintenant, dès que je vais sur un circuit, « Ah oui, mais c'est la fille avec la moto rose !» Mais c'est comme ça qu'ils avaient fait avec la Panthère, d'ailleurs. C'est un pour coup de vraiment avoir beaucoup de followers. Et ça fonctionne super bien. Mais Audrey Dupuis fait la même chose. Mais oui, mais puis en voiture, les J'ai croisé Audrey Dupuis à la Réole. Elle est en rose avec une combinaison rose et noire, une moto rose et noire. On la voit de loin sur. Elle a un avantage pour être identifiée, c'est que malheureusement, pour l'instant, c'est la seule en speedway, en long track. Hein. C'est ça. Et donc, ah oui, alors tiens, petite question aussi, tout terrain, donc on a vu piste, speedway, pourquoi pas du motocross? Elles sont nombreuses, les femmes. Et bien là, je viens de commencer à parler justement, puisqu'il y avait le championnat la finale du championnat de France féminin de motocross, qui a été gagnée par Amandine Verstappen. Oui, Verstappen, exactement. Voilà, c'est ça. Ah oui, et derrière, juste derrière, il y avait April, qui est toute jeune, Franzoni. Et puis la troisième, super sympa, April Franzoni, franchement. Elles sont généralement aussi au Touquet, enfin à l'Enduropal, etc. Donc et la troisième, c'est Jessie Joanneau. La première et la troisième roulent sur Yamaha et celle du milieu sur Honda. Mais oui, et même Sonia Barbeau, qui fait aussi partie du team Fille au guidon, qui a d'ailleurs designé ça, parce qu'elle est designeuse dans la vie à côté de la moto. Et un jour, elles seront pilotes à temps complet, tu nous rassures. Oui, mais elle est championne de France des rallyes routiers et là, elle s'exerce au trial. Justement. Du coup, elle pourrait nous faire des t-shirts Racing Stream? Mais bien sûr. Pas comme si on n'avait pas un logo déjà. Oui, on a un logo. Non, mais on utiliserait votre logo. Ah, voilà. Mais ça, on n'a pas de t-shirt. Il suffit de les faire. Bon, Fabien, je suis sûr que tu regardes, faire passer le logo sur un t-shirt. C'est vrai que c'est pas bête.
C'est pas bête. Ouais, On n'a pas que des mauvaises idées. Bon, du coup, l'avenir, c'est quoi pour terminer là-dessus sur toi Calme-toi le micro. Sur Filles au Guidon, avec de nouvelles recrues, de nouveaux championnats. Voilà, en fait, faire grossir la communauté, bien soutenir les pilotes qu'on a, faire rentrer dans de nouvelles disciplines. Et puis, voilà, c'est continuer à les soutenir, parce que moi, je crois dans les femmes. Et ce que je voulais dire, c'est que tu lui as dit tout à l'heure, tu n'avais pas de modèle féminin. Non, parce que comme il n'y avait pas de femmes dans le milieu moto, tous nos modèles, c'est des hommes. Et c'est aussi pour ça qu'elle traîner des pieds pour aller dans un championnat féminin, c'est que nous, on veut gagner contre des garçons. C'est normal, mais bien c'est important, les modèles. Hein. Moi, je venais de la campagne et mon modèle, parce que j'étais en Saône-et-Loire dans une petite ferme, c'était Thomas Sanders, le chanteur de Modern Talking. Ah voilà, c'est un beau modèle. Attends, il y avait Katia Ponsgen. Tu l'as pas connue parce que... Je pense que c'est une autre génération. Katia Ponsgen, c'était énorme. Elle venait sur les circuits. Moi, je la voyais. Elle roulait pour Francis Bataille et Alstar. C'était incroyable. Mais oui, donc il y avait des femmes. Elle a roulé, mais elle roulait bien. Bien sûr, en 2,5. Ouais, elle a roulé en 2,5, mais elle a aussi. C'était franchement sensationnel. Hein. Sur le chat, on nous demande d'avoir les réseaux des deux. Donc, du coup, c'est Lucie Boudseul, BOUDE2SEUL. De toute façon, on le mettra dans la description du replay. Boudseul, mais qui ne l'est plus maintenant. Hein. Oh là là, voilà. Je n'ai jamais été seule. On fait un truc Et toi, c'est. Filles au Guidon. Filles au Guidon, partout. On est TikTok, Insta, Facebook. Twitter. C'est bien. Et nous, on est Racing Stream TV. Là, exactement. Et donc, toi, c'est que sur Insta ou un petit partout aussi? Facebook, TikTok aussi. Oh là là, t'as le temps de faire ça? On t'aide. Non, c'est Lily Med. Au début, je faisais tout toute seule, en plus des études et la fac et tout, et la moto. Et vu que mes parents ne font pas de moto, déjà la moto toute seule, c'était pas facile. Ils sont mis ou pas? Non. Comment ça? Non, ils la suivent pas. C'est trop dangereux. Ils viennent avec moi. Ils ont dû acheter un camping-car même pour me suivre. Donc, ils ont investi quand même pour venir avec moi. C'est plutôt un calvaire pour ma maman parce que c'est compliqué, c'est très stressant. Et papa, il vit sa meilleure vie. Il se balade, il prend le vélo, il va faire un tour. Il adore l'ambiance du paddock. Il fait parfois le panotage, il fait la mise en grille. Toutes les mères ont peur. J'ai discuté il y a 2 jours avec Sandrine, la maman d'Émilie Bondy. Elle a peur à chaque fois que sa fille lui arrive quelque chose. Normal. À tel point que parfois elle ne venait plus parce qu'en fait elle avait trop peur et elle tournait en rond à se ronger les doigts. Et en fait elle s'est rendue compte que d'être à la maison, de suivre sur le live timing et des fois d'avoir un drapeau rouge et de pas savoir ce qui se passe, c'est pire. C'est pas forcément mieux. C'était pas la maman de Pierre Gasly, que je crois dans Drive to Survive, qui pareil ne regardait pas et quand ça se passait bien, il l'appelait, il fait c'est cool. Ah peut-être. Il y a un pilote comme ça. En tout cas, Sarah Bovy m'a dit que sa mère était interdite de circuit. Alors elle le disait en rigolant, parce qu'à chaque fois que sa mère est là, ça se passe mal pour Sarah. Ouais. Il y a Rex Bolido qui nous dit sur le chat, les premières filles à moto, c'était les motesses. Ça te parle? Ah oui, c'est vrai. Wow. Ouais. Voilà. Et il y a des archives de l'INA là-dessus, de la télé. Il doit même y en avoir sur YouTube à retrouver. Oui. Ah ben voilà. Alors, il n'est pas toujours bon que les mamans viennent sur les circuits. Pour les filles, elles ont peur. Je me souviens de Philippe Monneret qui m'avait dit un jour, en regardant Ben Spies, un pilote de cet âge-là qui vient avec sa maman sur le circuit. Et effectivement, c'était avec Madame Spies très, très, très compliqué. Je pense que c'est plus facile pour une mère de venir pour sa fille que pour son fils sur un paddock de moto. Ah, c'est pas faux. Oui, et puis c'est pareil, les parents, des fois, t'en parlais la semaine dernière, c'est pas toujours bien. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. En plus, ma maman est un peu d'esprit et de tendance négative, avoir plus le mal que le bien. Et c'est vrai que quand tu es dans une course, tu te dis, vas-y, je vais tout gagner et j'y vais. Et elle te dit, bah non, fais attention quand même. Oui. Prends pas trop de risques, quand même si. Va pas trop vite. D'accord. Ouais, c'est pas le but en compétition. Mais le clignotant, c'est pas mal comme conseil, ça, quand même, en moto de vitesse. Mais en fait, c'est plus pour... Enfin, évidemment que c'est pour mon bien, c'est plus pour me dire que, entre guillemets, n'espère pas trop, je ne veux pas que tu sois déçu s'il se passe quoi que ce soit. C'est plus dans cet aspect-là. Mais on fait de la compétition. C'est la déception qui fait que tu vas ça. Je suis là pour me battre, je suis là pour gagner, je suis là pour avoir des moments difficiles aussi. Eh bien, c'est parfait. Donc, du coup, on te retrouve pour cette saison, pour la Women's Cup, dans 15 jours à Manicourt, c'est ça? Exactement. Et ben voilà.
Est-ce qu'on peut, à part si on va à Nevers, on peut le retrouver c'est retransmis sur YouTube, tout ça? Non, alors malheureusement, c'est pas filmé. Même le championnat de France Superbike, c'est pas filmé, c'est pas retransmis. Non, malheureusement, pas encore. Pas encore. Il faut aller à Nevers-Manicourt pour la soutenir, Lucie. Merci d'être venue sur le plateau. Je vais quand même lui donner un petit challenge parce que j'ai passé l'après-midi avec elle à la fédération de moto et avec son coach, David. Mais oui, parce que tu as un coach que j'avais croisé qui fait d'ailleurs des simulateurs. On a peut-être des simulateurs d'ailleurs. Mais oui, le simulateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce simulateur? Dis-nous tout avant qu'on se quitte. Alors, le simulateur, c'est une machine d'entraînement qui a été créée par et pour les pilotes de MotoGP à la base. Ça a été... À l'origine, c'est Alex Crivier qui a eu l'idée et qui a mis ça en place. Et donc, comme on peut le voir, il y a Marc Marquez, Valentino Rossi, Fabio Quartararo. Il y a plein de pilotes qui sont un peu approchés de cette aventure parce qu'en fait, c'est une machine fantastique pour s'entraîner. Mais vraiment, surtout physiquement. Tu ressens les Alors, c'est sensations. pas un simulateur comme la voiture où tu joues, entre guillemets, tu gères l'écran. C'est Lucie, et ça bouge. là. J'ai tourné ça en 2020. Avec les cheveux longs. J'ai testé ça chez Highway et... Ok, non, mais c'est pas... Vraiment, c'est compliqué. Tu sens que pour que ça tourne, il faut que ça accélère. C'est pas forcément le bon exemple parce que c'est des vieilles machines. En fait, la machine est bien. La machine est même superbe. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas un coach avec toi pour t'accompagner et vraiment te former, parce que c'est le but de cette machine, en fait, tu te perds. C'est comme avoir une voiture ultra puissante et d'avoir ton permis depuis 2 jours. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais comment ça marche? Parce que vu que tu n'as pas l'inertie quand tu es à accélère, comment En fait, il y a des capteurs dans les cale-pieds et dans les gaz. Ce qui fait que plus tu appuies sur ton pied, plus tu transmets ton poids de l'intérieur à l'extérieur du virage en réaccélérant, comme tu le fais sur ta moto. La moto se redresse. Et là, on est en train d'inclure aussi un vérin pour le contre-braquage, pour relever, parce que personnellement, du coup, moi, je participe au développement de cette machine, parce qu'Alex a un peu arrêté tout ça, et donc c'était un peu en stand-by, je trouve dommage, parce que c'est une super machine. Donc avec David Veillon, mon entraîneur, et maintenant qui a repris aussi les simulateurs, on participe au développement, et donc je trouve qu'il manque ce vérin de direction qui aide à relever et à inscrire la moto malgré tout. Et on peut, si moi, par exemple, je veux essayer, par exemple, David, je voudrais bien essayer. Toi, tu seras un mec qui simule. Oui, voilà. Je veux bien simuler. Non, mais comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de David? Pour essayer. Alors, David, sa société, c'est DVS, simulation et coaching, donc sur les réseaux, tout simplement, ou sur le site internet directement DVS. Il y a un formulaire de contact, ou alors on est parfois lors d'événements, par exemple dans des concessions. S'il y a un event dans la ville, vous venez et vous... Genre, tu sens tu tapes les freins, ta fourche plonge. Alors, où il y a le mouvement frein-accélération, mais tu sentiras jamais une décélération de 300 à 80, c'est pas possible. Même si ça a été essayé avec un harnais, avec un vérin, avec une poulie plutôt. Et si tu remets trop de gaz, est-ce que ça si tu mets trop de gaz, glisse alors si tu mets trop de gaz, le simulateur peut se relever violemment et en fait simuler un peu une chute. Après, il faut vraiment prendre la machine comme une machine de travail. Ça s'appelle un simulateur. Pour moi, c'est plus comme une machine de musculation pour pilote. Parce que physiquement, d'un point de vue spécifique, il n'y a rien qui travaille aussi bien la moto que le simulateur. On peut faire de la natation, du vélo, de la course à pied, de la muscu. On n'est pas dans la position et dans les mimétismes du simu et du coup, c'est pas possible. Bon, c'est passionnant. Merci. On va essayer. Avec plaisir. Je terminais avec le challenge puisque je t'ai écouté. Tu nous as dit je veux être la première femme championne du monde en moto dans la catégorie féminine qui a débuté cette année. Je veux aller ensuite en moto 2 européenne. Je veux être la première française en MotoGP. Donc, je vais te donner un challenge qui me paraît raisonnable. L'année prochaine, tu vas être a priori dans la même catégorie où il y a cette année Ornella et Émilie Bondy qui débutaient. Elle a fait 8 là. Il reste 2 courses. Elle est très, très douée sous la pluie comme toi. Je te donne comme challenge de faire mieux que ce qui sera son meilleur résultat de cette année, qui est pour l'instant 8 ou peut-être mieux, d'accord? Pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un bon challenge. Je pense que c'est un beau challenge. Un challenge motivant. Mais c'est pas impossible puisqu'elle était débutante complète, blessée, et elle l'a fait. Donc, puis elle a bien progressé, donc il n'y a pas de raison. Je ferai mieux. Voilà. Et on suivra tout ça sur Fille au guidon. Mais oui, bien sûr.
N'empêche, le S1000 RR à 50 sur le périph'. Ah non, arrête. Attends, je vais aller commander mon C1. Laisse-moi tranquille. Bon, merci d'être venu. Merci Sandrine. On se retrouve Sophie au guidon, tous les réseaux sur la description de ce replay YouTube pour vous, les tricheurs qui nous regardez. Merci Lutti. Du coup, on se retrouve l'année prochaine pour fêter ta 8e position au championnat du monde. 8, beaucoup mieux. Si elle fait 8, il faut qu'elle fasse mieux. Pour l'instant, elle a fait top 8e. 5. Top 5, c'est bien, top P7 5. en championnat du monde, ce serait beau. Hein. Ah bah c'est clair. Allez, on te souhaite le meilleur en tout cas. C'est gentil. Merci pour l'invitation. Bravo, avec grand plaisir. Merci Rémi. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, on va masculiniser à nouveau l'émission et on va prendre un petit peu en âge. C'est-à-dire Et on va avoir Jean-Paul Boinet, qui a roulé notamment à Daytona contre Giacomo Agostini, qui a un nombre d'anecdotes sur les pilotes de Formule 1 de voitures. Vous allez voir le travail. Et qui a fait rouler notamment Matteo Pedonneau ou Enzo Davega, Matteo Pedonneau, qui était le neveu de Stéphane Chambon. Qui l'a toujours bien sur Stéphane. Parfait. Voilà, oui. Bon, oui, il est effectivement toujours sur le jeu. Un très beau programme avec moult anecdotes pour Racing Stream la semaine prochaine. Et rendez-vous aussi sur nos réseaux, je le disais, Racing Stream TV et Racing Stream selon si c'est Insta ou TikTok. Merci Anthony. Mais merci à tout le monde. Et puis c'était super cool de parler de sport féminin. Voilà. Parfait. Pas que. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve même endroit, même heure. Ciao, ciao.